Bonjour, me revoilà encore une fois pour une nouvelle séance et une nouvelle activité. Je tiens à préciser que ce travail concerne les élèves de la 4e année section lettres et porte sur le premier module d'apprentissage, partage. J'aimerais bien également rappeler que ce travail a été conçu et élaboré par mes deux collègues, mesdames Derouezi Nozha Jaïdinour et moi-même, Cherni Shirin, sous la direction de madame l'inspectrice générale de l'éducation, madame Kefi Sraïri Naïma. Pour aujourd'hui, on va aborder dans la séance 4 relative à l'étude de texte une question qui intrigue tant nos élèves, à savoir comment répondre à une question portant sur les procédés d'écriture. Comment répondre à une question qui porte sur le relevé et l'explication d'un procédé d'écriture. Pour cette raison, on ne va pas faire une étude de texte dans son intégralité, mais plutôt notre travail sera focalisé principalement sur le relevé et l'explication d'un procédé d'écriture. Pour cela, on a choisi pour vous un passage riche en procédés, extrait de l'œuvre de Laurent Godet, Le Soleil des Scorta. Voici le support qu'on va étudier ensemble. Je commence la lecture. Dans une modeste famille de pêcheurs du sud de l'Italie, un repas de famille est organisé. Ils étaient une quinzaine à table et ils se regardèrent un temps, surpris de constater à quel point le clan avait grandi. Raphaël rayonnait de bonheur et de gourmandise. Il avait tant rêvé de cet instant. Tous ceux qu'il aimait étaient là, chez lui, sur son trabuco. Il s'agitait d'un coin à un autre, du four à la cuisine, des filets de pêche à la table sans relâche, pour que chacun soit servi et ne manque de rien. Ce jour resta gravé dans la mémoire des Scorta, car pour tous, adultes comme enfants, ce fut la première fois qu'ils mangèrent ainsi. Comme antipasti, Raphaël et Joséphina apportèrent sur la table une dizaine de mets. Il y avait des moules grosses comme le pouce, farcies avec un mélange à base d'œufs, de mie, de pain et de fromage. Des anchois marinés dans la chair étaient fermes et fondés sur la langue, des pointes de poulpe, une salade de tomates et de chicorée, quelques fines tranches d'aubergines grillées, des anchois frits. On se passait les plats d'un bout à l'autre de la table. Chacun piochait avec le bonheur de n'avoir pas à choisir et de pouvoir manger de tout. Lorsque les assiettes furent vides, Raphaël apporta sur la table 2 énormes saladiers fumants. Les plats furent accueillis avec un hourra général qui fit rougir la cuisinière. C'est le moment où l'appétit est ouvert et l'on en croit pouvoir manger pendant des jours. Les conversations naissaient dans le brouhaha des couverts, on parlait de tout et de rien, on discutait, on riait, chacun veillait sur son voisin, vérifiant que son assiette ne se vide jamais. On mange dans le sud avec une sorte de frénésie et d'avidité goinfre. Les plats de poisson tournèrent et on les dégusta avec passion. Et tout le monde rit en déboutonnant sa ceinture ou en sortant son éventail. Texte de Laurent Godet, Le Soleil des Scorta. Le lexique, on a expliqué 2 mots. Trabuco, c'est une construction flottante servant de promenade sur un port. Antipasti, c'est un hors-d'œuvre, une entrée. On vous propose une première question. Question 1. Le narrateur recourt à divers procédés d'écriture. Utilise divers procédés, use de multiples procédés d'écriture. Pourquoi ? Pour traduire l'abondance et la variété de la nourriture et des plats. Relevez-en 2 et expliquez-la. Comme est mentionné dans la question, vous n'avez qu'à relever que 2 procédés et bien sûr, les expliquer. Le texte, il est riche en procédés. Comment on va procéder ? On va essayer de se concentrer et de focaliser notre travail seulement et principalement sur les procédés qui portent sur l'abondance, qui traduisent le surplus de la nourriture et des plats. Et pour ce faire, on va commencer par le premier procédé. On a le champ lexical de la nourriture. En effet, on relève dans le texte l'emploi de plusieurs termes qui tournent autour du champ lexical de la nourriture, comme cuisine, mangère, table, mets, moule, pain, fromage, anchois, farci, etc. Ce champ lexical, il est très riche parce qu'il mentionne les noms de mets et l'action de manger.
Il fait écho à la gourmandise et à l'avidité. Également, on relève un deuxième procédé d'écriture, l'énumération. Attesté dans les exemples suivants, il y avait des moules grosses, des anchois marinés, des pointes de poulpe, une salade de tomates et de chicorée, quelques fines tranches d'aubergines grillées, des anchois frits. Il y a une énumération de plats, une énumération de mets. Ces énumérations décrivent la variété, la diversité des plats produisant un effet d'accumulation, de surabondance. Vous pouvez aussi employer d'affluence et d'encombrement. On vous propose une liste de mots synonymes. Troisième procédé d'écriture, la comparaison. Vous avez cette phrase, à titre d'exemple, des moules grosses comme le pouce. On va voir maintenant l'effet de cette comparaison et de ces énumérations. Ces deux procédés, à savoir la comparaison et l'énumération, dénotent des indications sur la saveur, le goût, sur la façon dont les plats sont cuisinés, aiguisant ainsi les papilles gustatives tant des invités, des convives, que du lecteur qui peut se délecter du texte. Quatrième procédé relevé dans ce texte support, l'hyperbole. Voilà les exemples qui correspondent à ce procédé. Énorme saladier fumant, mangé pendant des jours. Les plats furent accueillis avec un hurrah général. La fréquence de ces hyperboles attestée dans ce texte esquisse cet effet de foisonnement qui traverse le texte en entier. D'où l'idée de l'excès, du débordement et de la démesure. Encore, un autre procédé d'écriture, l'anaphore du verbe manger. L'emploi répétitif de ce verbe dans plusieurs phrases, on a choisi quelques exemples, ce fut la première fois qu'ils mangèrent ainsi. Chacun piochait avec le bonheur de n'avoir pas à choisir et de pouvoir manger de tout. C'est le moment où l'appétit est ouvert et l'on croit pouvoir manger pendant des jours. On mange dans le sud avec une sorte de frénésie et d'avidité goinfre. Cette reprise anaphorique du verbe manger concourt au même effet, à savoir insister sur cette frénésie gustative. Également, on mentionne l'emploi de la redondance dans l'expression suivante, avidité goinfre. Être avide, ça veut dire être goinfre. C'est pour dire être affamé. Cette redondance amplifie cette frénésie de laquelle on a parlé dans les procédés précédents. Cette gourmandise, elle amplifie cette envie excessive de manger. On vous propose maintenant une rédaction possible de la réponse. Pour répondre, on doit d'abord reformuler la question de compréhension qui a été proposée et qui porte bien également sur les procédés d'écriture. Pour traduire l'abondance et la variété de la nourriture proposée aux convives, l'auteur a eu recours à utiliser, à employer, use de. Voilà de multiples verbes et expressions verbales que vous pouvez utiliser. A eu recours à multiples procédés d'écriture. Bien sûr, dans la consigne, on a demandé de relever juste 2. Dans la série proposée, on va choisir 2 procédés qu'on a étudiés déjà. En effet, il a employé, à titre d'exemple, l'énumération, et bien sûr, on identifie le procédé, on le nomme et on relève l'exemple correspondant dans le texte. L'énumération, l'exemple doit être mis entre guillemets, des pointes de poulpe, une salade de tomates et de chicorée, quelques fines tranches d'aubergines grillées, des anchois frits. Point, et je ferme les guillemets. Et également, encore, parallèlement, aussi l'hyperbole. 2 points, j'ouvre les guillemets, je mentionne l'exemple. Énorme saladier fumant, mangé pendant des jours, les plats furent accueillis avec un hurrah général. C'est la 2e étape. 3e, c'est celle de l'explication des procédés. À travers ces 2 procédés, par le biais de ces 2 procédés, le narrateur nous plonge dans l'atmosphère d'un festin, d'un repas pantagruélique
Ça veut dire quoi, pantagruélique? Je vous ai proposé 3 adjectifs synonymes d'un repas abondant, copieux, gargantuesque. Donc, ce que vous devez retenir, votre réponse doit être formulée en 3 étapes. La première, reformulation de la question qui porte sur les procédés. La deuxième, le relevé du procédé, plus l'exemple correspondant dans le texte. Troisième étape et dernière, l'explication des procédés relevés. Pour s'entraîner encore plus, on vous propose une deuxième question et on travaillera toujours sur le même support, bien sûr. Pour caractériser l'atmosphère, l'ambiance, si vous voulez, qui règne au moment du repas, l'auteur a utilisé divers procédés d'écriture. Relevez et expliquez-en 2. Je vous rappelle toujours que vous n'avez pas à relever tous les procédés que vous trouvez, non, vous n'avez à relever que 2 procédés qui sont en rapport avec la consigne, la question proposée. Vous allez relever les procédés qui caractérisent, qui qualifient l'atmosphère, l'ambiance qui règne pendant le repas, au moment du repas. Pour ce faire, on a relevé le premier procédé d'écriture, le champ lexical du bonheur, de la joie, de la gaieté, à travers les mots suivants: rayonner, aimer, bonheur, accueilli, hurrah, passion, riez, etc. Vous avez plusieurs termes que vous pouvez encore relever. Cette série de mots forme ce qu'on appelle le champ lexical du bonheur, de la joie. Ce procédé met en valeur le sentiment de bonheur, de l'euphorie partagée entre les convives et les invités au moment du repas. Deuxième procédé d'écriture, l'accumulation. Voilà les exemples. On a choisi pour vous cette phrase. En discuter, en rier, chacun veillait sur son voisin. Cette accumulation traduit une atmosphère de bienveillance, de convivialité, d'échange et de communion entre les convives. Troisième procédé, l'hyperbole. Prouvé dans les phrases suivantes, on les dégusta avec passion et tout le monde rit. Les plats furent accueillis avec un hurrah général. Généralement, l'hyperbole, elle porte sur un mot, un terme ou une expression dans la phrase qui rend compte de l'idée de l'intensification. Cette hyperbole esquisse l'ambiance joyeuse. On a passion, rit, hurrah, une ambiance harmonieuse, festive, un bien-être commun et collectif pendant ce repas. Quatrième procédé, on a aussi la négation. Voilà les exemples correspondants. Et ne manque de rien, vérifiant que son assiette ne se vide jamais. Ce procédé grammatical met en exergue l'hospitalité, la convivialité et le partage entre les convives. Voilà maintenant une rédaction possible de la réponse. Je vous rappelle toujours que votre réponse doit être formulée en 3 étapes. D'abord, la reformulation de la question. Pour caractériser l'atmosphère qui règne au moment du repas, l'auteur a utilisé divers procédés d'écriture. Deuxième étape, on identifie, on relève le procédé plus l'exemple correspondant dans le texte. D'abord, il a eu recours à l'hyperbole. On mentionne l'exemple entre guillemets et tout le monde rit. Ensuite, il a employé la négation. Deux points, j'ouvre les guillemets. Exemple, vérifiant que son assiette ne se vide jamais. Remarquez bien l'emploi d'articulateurs logiques. D'abord, ensuite, de prime abord, de second abord. Vous devez relier parce que vous avez à rédiger une réponse. Troisième et dernière étape, l'explication. Par le biais de ces 2 procédés, l'auteur a mis l'accent sur l'attitude solidaire et généreuse de chaque membre de cette famille de pêcheurs, en éternisant un moment idyllique, idéal, exemplaire, marqué par le plaisir d'être ensemble. En effet, ce repas mémorable
inoubliable, immortel, est un véritable hymne à la joie de vivre ensemble. Voilà une rédaction possible de la réponse. Retenez bien que votre réponse doit être formulée toujours en 3 étapes: reformulation, identification et relevé de l'exemple correspondant, plus explication des procédés. On va passer maintenant à une deuxième phase. Que doit-on retenir? Que doit retenir l'élève? En effet, à travers ce travail, on a essayé de vous montrer que vous devez distinguer entre 3 types de procédés d'écriture. Les procédés lexicaux. Qu'est-ce que ça veut dire procédé lexical? Vous avez 3. Le vocabulaire péjoratif, dévalorisant, dépréciatif, qui dénote des inconvénients, par exemple, ou le vocabulaire appréciatif, valorisant, mélioratif, qui dénote les exploits, les mérites, les avantages. Encore, le champ lexical. Deuxième type de procédé d'écriture, les procédés grammaticaux qui sont assez variés. Vous avez entre autres type et forme de phrase. C'est lorsque vous remarquez dans un texte support l'emploi récurrent de la phrase de forme négative ou de forme emphatique, d'une question oratoire, d'un emploi répétitif et significatif des phrases exclamatives. Vous avez encore les modèles étant verbaux, l'emploi du subjonctif, de l'impératif par exemple. Également les pronoms personnels qui sont des marqueurs et des marques d'énonciation. Troisième type de procédé d'écriture, les procédés stylistiques, appelés également figures de style ou tropes. On va essayer ensemble de faire une récapitulation sur ces figures de style les plus employées et les plus récurrents que vous trouvez généralement dans les textes qu'on vous propose le jour de l'examen du bac. On va commencer par les figures d'analogie. Ce sont des figures de conformité, de ressemblance, de similitude. À l'instar de la comparaison, elle compare des éléments à l'aide d'un outil de comparaison, comme, tel que, etc. Exemple, d'où, comme de la soie. Deuxième figure de style, la métaphore. Elle compare des éléments sans avoir recours aux outils de comparaison. Et c'est la seule différence entre la comparaison et la métaphore. On vous propose ici une célèbre phrase de Baudelaire: « Ma jeunesse ne fut qu'un ténébreux orage ». Comparez ma jeunesse, comparant ténébreux orage, et vous remarquez bel et bien qu'il n'y a pas un outil de comparaison. C'est pour cette raison qu'on appelle ça une métaphore. Troisième figure de style, la périphrase. C'est le fait de remplacer un mot par une expression équivalente. Exemple, l'astre de la nuit, la lune. Le roi de la forêt, le lion. La ville des Lumières, par exemple, Paris. Quatrième figure de style, la personnification. C'est le fait d'attribuer un caractère humain à des objets ou à des animaux. Exemple, le soleil m'attendait, ou encore le ciel pleure. Cinquième figure de style, l'allégorie. Elle concrétise une idée abstraite, comme on le note dans l'exemple suivant: la beauté guide nos pas. Je tiens à mentionner que le mot allégorique doit toujours être écrit en majuscule, comme vous le voyez ici, la beauté, B majuscule. Une autre figure de style encore, la métonymie. Qu'est-ce que la métonymie? Elle désigne le contenu par le contenant ou la cause par l'effet. Exemple, boire un verre. On dit aussi lire un Baudelaire, lire un Voltaire, admirer un Picasso. Donc on remplace le contenant pour le contenu. On va passer à un autre type de figure stylistique, les figures d'opposition, qui marquent une opposition, une contradiction ou un paradoxe. À titre d'exemple, l'antithèse, c'est une figure de style qui oppose deux mots de sens contraire dans une même phrase. Exemple, j'ai chaud extrême en endurant froid dur. C'est un vers célèbre des sonnets de Louise Labbé. Deuxième procédé, l'oxymore, elle réunit deux mots de sens contraire dans une même expression. Faites attention ici à ne pas confondre.
L'antithèse, les deux mots opposés se trouvent dans une même phrase, alors que l'oxymore, les deux mots opposés se trouvent dans la même expression. Dans l'exemple suivant, le soleil noir. Dans le premier exemple, chaud par opposition à froidure, les deux mots opposés se trouvent dans la même phrase, mais ils sont séparés et éloignés. Dans le deuxième exemple, soleil noir, c'est une même expression, c'est la même expression, et vous avez le soleil, symbole de lumière, associé à la couleur noire. Troisième figure de style, l'antiphrase, c'est le fait d'énoncer le contraire de ce qu'il faut comprendre. Exemple, l'arrivée de la tempête enchante la population, et bien sûr on entend le contraire. L'arrivée de la tempête n'enchante pas logiquement la population. Troisième type de figure stylistique, ce sont les figures de l'insistance. Entre autres, on a l'anaphore, c'est la répétition d'un mot ou de plusieurs en tête de phrase ou en tête de vers lorsqu'il s'agit bel et bien d'un poème. Exemple, peuple, écoutez le poète, écoutez le rêveur sacré. Ce sont deux vers de Victor Hugo. Vous remarquez bien l'emploi répétitif du verbe écouter. Écoutez le poète, écoutez le rêveur. Et si l'auteur insiste, le poète insiste sur le fait d'écouter, de prêter attention, de comprendre le message transmis par le poète. Deuxième procédé d'écriture, deuxième figure de style, l'hyperbole. C'est une amplification, une exagération qui porte généralement sur un terme ou une expression dans la phrase. Je suis mort de honte. Troisième figure de style, la gradation. Elle ordonne des éléments de façon croissante ou décroissante. Faites attention parce que généralement on trouve dans quelques copies, les élèves, quand ils pensent qu'il s'agit d'une gradation décroissante, ils écrivent dégradation. Ça n'existe pas. On parle d'une gradation, qu'elle soit croissante ou décroissante. L'exemple qu'on a choisi pour vous, c'est une phrase célèbre de Corneille, « Va, cours et nous venge ». C'est la gradation. En outre, on a les figures d'atténuation, ce sont des figures de diminution, d'assouplissement, d'adoucissement. Comme la litote, elle consiste à dire moins pour suggérer plus. Exemple associé, va, je ne te hais point. C'est une célèbre phrase de Corneille. C'est pour dire autrement, va, je t'aime. L'euphémisme, c'est une figure de style qui atténue une idée déplaisante, choquante. À titre d'exemple, pour ne pas dire chômeur, on préfère dire demandeur d'emploi. Quand on parle des vieux, de la vieillesse, on dit le troisième âge. Voilà, c'est le fait de remplacer un mot choquant, déplaisant par une expression qui atténue le choc. Et pour récapituler, voilà un élève qui se demande « Alors, que dois-je faire pour avoir la totalité de la note ?» C'est la question que se posent nos élèves. Dans une question portant sur les procédés d'écriture, voilà ce que vous devez faire. Alors, vous devez d'abord identifier le procédé dans le texte, relever l'exemple correspondant dans le texte et le nommer. Autrement dit, parfois, on trouve des élèves qui relèvent l'exemple correspondant dans le texte sans pour autant nommer le procédé. Ou, inversement, ils nomment le procédé sans relever l'exemple correspondant. Faites attention, dans ce cas, vous n'allez pas avoir une note. Ça ne sera pas noté. Troisième et dernière étape, l'explication du procédé. Il ne suffit pas d'identifier et de nommer, il faut aussi expliquer le procédé employé dans le texte support. Il faut étudier l'effet recherché par l'emploi de ce procédé. Et avant de finir notre séance, je tiens bien à vous mentionner quelques recommandations utiles. D'abord, il faut respecter le nombre et la nature des procédés d'écriture. Si on vous demande de relever 2, ça ne sert à rien de relever 3 ou 4 ou 5. Il ne s'agit pas d'un tri, il s'agit juste de se conformer à la consigne. Relevez les 2 procédés qui illustrent le mieux l'aspect sur lequel porte l'interrogation.
Deuxièmement, il faut respecter la nature. Il arrive parfois qu'on vous demande de relever un procédé lexical ou grammatical ou stylistique. Donc là, vous devez respecter la consigne et la nature du procédé demandé. Deuxième recommandation, un procédé grammatical ne doit être mentionné que s'il est récurrent dans le texte. Il ne suffit pas de trouver une seule phrase négative ou bien une seule question oratoire pour dire qu'il s'agit d'un procédé. Il faut que ce soit un emploi répétitif, significatif et récurrent. Troisième recommandation, il faut nommer le champ lexical. Il ne suffit pas de dire il y a un champ lexical, il faut le nommer. Un champ lexical de quoi? De joie, de partage, de bonheur, de malheur, qui doit comporter au moins 3 mots. Pareil pour la figure de style, la gradation et l'accumulation. Vous devez toujours mentionner 3 exemples, 3 expressions ou 3 mots. Dernière recommandation, ne relevez que les procédés qui rendent compte le mieux de l'effet demandé. À supposer que vous avez un passage riche en procédés d'écriture. Vous n'allez relever que les procédés qui illustrent, qui rendent compte, qui montrent l'effet demandé. Voilà, notre séance touche à sa fin. J'espère que ce qu'on a présenté aujourd'hui répondra à vos besoins. Merci pour votre attention et à la prochaine séance.